Bonjour, bienvenue à mon podcast Give Me a Break World Tour. Bonjour, bienvenue à une autre web diffusion sur les voyages. Mon nom est Sarto Blouin et aujourd'hui, le thème de l'émission, de l'épisode, c'est la moto. J'ai avec moi un de mes amis, Roland Worms, qui est un amateur de moto. C'est un Français, beaucoup d'expérience, puis on va jaser un petit peu comme homme d'affaires français à la retraite. Il s'est développé une passion, je pense, a posteriori, ou t'en faisais quand tu étais jeune? Non, j'en faisais quand j'étais très jeune. OK. Alors, ça a ressuscité chez lui le désir de faire de la moto. Et donc, on va essayer de parler de moto. On a fait ensemble plusieurs voyages de moto. Et on va commencer par quelle sorte de moto tu... Je sais que tu en as plusieurs, là. Quelle sorte de moto as-tu actuellement? Actuellement, ce qu'il y a, c'est que moi, je fais de la moto sur 2 continents. Premièrement, bien sûr, au Canada et surtout au Québec. Mais je fais aussi de la moto en France parce que le territoire français s'y prête vraiment bien et est très intéressant à parcourir. Donc, j'ai une moto en France, une Triumph d'ailleurs, et j'ai 2 motos ici, au Québec. Une BMW parce que de temps en temps, ma femme m'accompagne, et donc il faut qu'elle soit confortablement installée. Et puis j'ai une petite Triumph pour venir te voir, à Montréal. Ah, OK, t'es venu avec ta Triumph. Ouais. Good. Donc, ça n'a pas été tourné en janvier, c'est l'émission. On dit toujours qu'il y a on blague entre nous, les motocyclistes, qu'il y a 2 religions pour la moto. Il y a la religion Harley-Davidson, puis il y a la religion BMW. Le pattern des motocyclistes de l'une ou de l'autre est souvent stigmatisé ou caricaturé. Dis-moi pourquoi BMW et pas Harley, mettons. Alors il y a plusieurs raisons, mais d'abord parce que au départ, moi, je connaissais pas trop Harley-Davidson et que ma constitution en ce qui concerne la taille et la force fait que je suis moins à l'aise de trimballer une moto qui pèse 400 kilos ou voire plus, et je me sens beaucoup plus confortable sur une moto qui en pèse un peu plus de la moitié. Bon, écoute. Je te comprends. J'ai le même gabarit que toi et j'ai aussi une BMW. Dis-moi, ton expérience de moto. Je sais que, comme les Français chauvins en général, on prêche toujours pour notre paroisse. Je sais que les routes françaises, pour les avoir sillonnées, sont fantastiques. Je sais que ton expérience en Europe est grande. Mais comme je ne t'ai pas accompagné, enfin, du moins en France, ton expérience de moto, est-ce que c'est la France et je sais que tu es allé dans l'Ouest canadien. Dis à nos spectateurs, sommairement, tes grands axes ou tes grandes destinations où tu fais de la moto. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que pour moi, la moto, c'est un outil de liberté, un outil de s'échapper du monde quotidien. Je parle pas des transports journaliers pour aller à des rendez-vous. Je parle quand tu pars en voyage pendant 3 jours ou 15 jours. C'est vraiment pour avoir un peu un goût de liberté que tu as perdu dans beaucoup d'autres situations de notre vie actuelle. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bien sûr, c'est de voyager au milieu de paysages qui sont époustouflants, extraordinaires, qui donnent des émotions. Et là, par exemple, je rentre d'un voyage dans l'Ouest où j'ai été de Calgary jusqu'à l'île de Vancouver en traversant les Rocheuses. Bon, c'est
c'est sûr que j'ai fait des routes extraordinaires avec des paysages de montagne, de neige, de torrents, des virages autant que tu voulais, enfin, etc., etc. Donc, c'est extraordinaire aussi. Mais la France, c'est bien parce que d'abord, tu as un tissu de route beaucoup plus serré. Je crois qu'on a plus d'1 million de kilomètres de route en France et qui sont bitumées. Alors qu'au Canada, il y a aussi des routes, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas bitumées. Et même toi et moi, on sait qu'on n'aime pas trop rouler sur la gravelle. On va y revenir un peu plus tard. Donc, puis même quand il y a de l'asphalte ici, il y a des nids de poules, alors c'est pas toujours évident. Ouais. Donc, bon, les routes françaises, on les connaît. Est-ce que tu les fais sur le plat, par exemple, où tu vas dans les Pyrénées ou les Alpes? Bah, en général, bon, t'as pas le temps de faire un mois de route, donc tu choisis une zone. Et moi, je sais pas, la dernière fois, j'ai traversé l'Auvergne. Et puis ensuite, je suis descendu vers le sud-ouest. Tu passes dans des villes des villages comme Rocamadour, que tu connais certainement. C'est fabuleux, les émotions que tu as. Et puis tu remontes vers la côte atlantique. Et puis si vraiment tu as du temps, tu peux par exemple faire les côtes bretonnes. C'est aussi... Et il y a tellement de villages, il y a tellement de petites routes secondaires, il y a tellement de choses que tu as envie de t'arrêter tout le temps. Si bien que tu fais pas non plus des centaines de kilomètres par jour. C'est la grosse différence par rapport à ici où... Parce que tu es obligé d'arrêter, prendre un verre de vin, puis là, tu roules plus après, c'est ça? Par exemple. J'ai pas parlé des restaurants et des bars mais qu'on la trouve bouffe, sur les routes françaises, mais c'est sûr que c'est important. Là, j'ai une question piège. Est-ce que tu préfères rouler seul ou avec un copain? Ou des copains? Bah, d'abord, ça dépend forcément des copains. Non, un copain, c'est fabuleux. Mais en principe, par définition, un copain, c'est quelqu'un avec qui tu t'entends relativement bien. Oui, mais... Ou un conjoint. Ah ouais, ça, mais c'est on va différent. y revenir. Parce que rouler avec une autre personne, c'est pas pareil. C'est différent. Mais non, mais rouler avec un copain, c'est extraordinaire. 2 copains, ça va aussi. À partir du moment où il y a plus que 3 personnes qui doivent choisir le chemin, quand est-ce qu'on s'arrête, combien de temps, etc., ça commence à devenir un peu pesant. Ouais, mais... Et je pourrais pas... Tu n'as rien à faire, tu roules. La route, c'est le plaisir. Alors, tu peux prendre 2 minutes de plus s'il y en a un, comme moi, qui doit mettre plus souvent de l'essence que dans ton gros réservoir que dans le mien. Alors, c'est sûr que si on des 2, 3, non, 4... ça, c'est pas grave. Moi, ce que je pense, c'est que de temps en temps, tu as envie de rouler, tu as envie de faire 200, 300 kilomètres, puis l'autre, il a mal au ventre, il a mal à la tête, etc., etc. Et puis, il y en a qui aiment bien visiter des choses. Tu passes devant une église qui date du XIIIe siècle. Bon, tu as envie de t'arrêter une demi-heure. Hein? On n'a pas... C'est quoi ça, une église du 13e siècle? Notre pays n'existait pas. Tu as envie de t'arrêter une demi-heure pour aller voir à l'intérieur. Et il y a des gens, non, il faut qu'ils roulent. Ah, OK. Est-ce que je suis un bon partenaire de voyage? Oui, t'es formidable. Okay. Et puis, quand on s'arrête, tu as tellement de choses à raconter que tu t'ennuies pas. On arrête pour prendre une glace. Ouais, c'est mon péché mignon. Ouais. Ou un verre de vin. J'ai souvent pensé à toi pour ça. Ah oui? Durant le dernier voyage. Ils ont de la glace dans les Rocheuses. Ouais. Alors, Roland et moi, on a quand même fait 2 ou 3 fois le Vermont, New Hampshire dans ces routes-là. Je dois avouer que parce que ma moto est automatique, je n'ai pas pu faire l'ascension du mont Washington. Soi-disant parce que l'ascension, c'est pas un problème, mais rétrograder pour descendre avec les routes sinueuses en pierre, c'est trop dangereux. Alors, Roland a eu la gentillesse de me prendre comme passager pour qu'on puisse aller au sommet du mont Washington au New Hampshire et redescendre. Donc, lui a l'autocollant « This motorcycle climbed Mount Washington » et moi, ben, je l'ai à l'intérieur de mon coffre parce que je n'ai jamais pu le monter. Mais c'est une belle balade, une belle expérience. Le New Hampshire, les routes sont fantastiques. Les paysages étaient très, très beaux. Ouais. Exact.
On a aussi fait le Québec. On voyage beaucoup. On a fait le tour du monde, mais on n'avait jamais été au Lac-Saint-Jean. En fait, moi, je n'avais pas été au Lac-Saint-Jean. On a fait le tour du Lac-Saint-Jean. On a même été jusqu'à Chibougamau. Les gens nous disaient il n'y a rien à voir à Chibougamau. On est allé, on confirme. Mais c'était les séries. Les Canadiens étaient dans les séries éliminatoires, ce qui est rare, même en demi-finale. Alors, les restaurants ou les restos-bars étaient ouverts. Alors, on a eu une belle expérience. Et l'expérience de la moto, finalement, c'est souvent soit la préparation ou l'improvisation, qui sont deux opposés, mais qui nous permettent de voir du paysage et de rouler, donc. Et on a des motos avec des casques où on peut se parler. On peut mettre la radio pour recevoir un appel ou on peut faire un intercom. Donc, Roland et moi, on a plus de temps que nos autres amis motocyclistes qui sont un peu plus jeunes et qui travaillent plus, ou enfin, qui sont moins maîtres de leur horaire, disons. J'aimerais que tu me parles de notre expérience dans les Highlands ontariens. On a traversé, je pense, on arrivait-tu d'Abitibi ou non? On est parti directement pour aller dans les Highlands, c'est ça? Rappelle-moi, là, on avait été jusqu'où ou comment... Non, mais tu parles... quand tu m'as emmené visiter les îles du bout du monde. Ah non, ça, c'est une autre fois. Ah oui, on va parler de ça. C'était quand même un voyage extraordinaire, celui-là. Oui. Quand tu m'as dit... Allez, on va... jour, il me dit... Oublions l'Ontario. L'Ontario, c'était bien, monsieur. Il y a des beaux grands lacs et puis des belles routes sinueuses. Les routes sont, au niveau bitume, c'est extraordinaire. Oui. Puis je présume dans l'Ouest canadien aussi. L'anecdote que Roland parle, c'est un jour, j'ai dit, on va aller aux îles Mouk-Mouk. Pour la moyenne des ours, les îles Mouk-Mouk, c'est une expression tout à fait québécoise qui signifie on va aller à l'autre bout du monde. Moi, j'ai toujours cru que les îles Mouk-Mouk, c'était avec des noms exotiques comme ça, c'était comme Tombouctou ou Mali ou quelque part en Afrique ou loin. Moi aussi. Jusqu'à temps que je google îles Mouk-Mouk pour m'apercevoir que c'était en Abitibi. Alors, j'ai dit, on s'en va aux îles Mouk-Mouk. Ils ont dit, oui, mais encore, c'est où? On s'en va où? Je dis, non, on s'en va aux îles Mouk-Mouk. En moto. En moto. Puis là, on s'est dit, ben là, c'est où ça, les îles Mouk-Mouk? Puis là, je dis, ben c'est au Québec. Et on est monté, c'est le lac... comment s'appelle le lac? Enfin, il y a un lac. C'était au nord de Et les îles Mouk-Mouk, ce sont un groupe d'îles, 10-12 îles, dont une principale, qui appelle l'île Mouk-Mouk, au singulier, qui étaient des camps de la cascade, ou enfin l'ancêtre de cascade, là. Paper, une papetière québécoise, Perron, la famille Perron qui détenait ça. Et ils recevaient leurs invités à travers le monde qui achetaient du papier québécois. Ils amenaient à leur moulin et ils amenaient sur cette île-là en hydravion pour faire des parties dont les légendes sont assez hallucinantes. Entendu parler de beaucoup de choses, oui. Oui, de gens qui étaient là, qui rapportent, donc c'est du oui-dire, mais il y avait même le curé avec des escortes. Enfin, alors, il y a une énigme, mais il y a surtout un grand mythe et un mystère autour de cette île-là. Alors, on s'est rendu jusque sur le bord du lac en moto. On a réservé une pourvoirie. J'avais loué des chaloupes avec des moteurs pour aller faire un lunch. Et on s'est rendu sur cette fameuse île Mouk-Mouk pour constater que finalement, c'était comme des camps détruits, avec des restants, comme s'il y avait eu un cataclysme et que ça avait été abandonné en toute catastrophe. Alors, c'était assez fascinant de se faire un petit lunch dans un lieu d'opulence des années 50, 60, 70. Alors ça, c'était quand même effectivement... C'était un bon ride. Une belle ride avec une belle expérience. Tu sais qu'il existe des livres, il y a beaucoup de livres québécois sur les grandes routes au Québec, même en Amérique. J'en ai un ici, qui est, si tu me permets, juste celui-là. C'est la route 66. Qui est la route 66. Donc, c'est une route mythique qui appelle la Motor Road aux États-Unis, qui part de Chicago et qui s'en va jusqu'à Los Angeles. Pour l'avoir faite... San Diego. Hein? Jusqu'à San Diego même, je crois. Non, ça se termine à Los Angeles, sur la plage. OK. Bon, c'est une route mythique pour les bikers, principalement, je te dirais, des gens d'Harley-Davidson.
Mais ce livre-là est très intéressant, beaucoup de photos. Et c'est le cœur de l'Amérique. Donc, avant que les chemins de fer et tout ça s'installent, maintenant, il y a une autoroute à côté qui s'appelle la 40, qui suit à peu près le même parcours, même qui croise. C'est une route à mettre sur votre bucket list. Il y a tout ce que vous voulez de l'Amérique, au cœur de l'Amérique, tous les mythes, tous les symboles, bons et moins bons. Cinématographiques. Hein? Cinématographique, Bagdad Café, bon, tout ça. Photographique, pour toi qui est un grand photographe. Les photos qu'il fait sont superbes. C'est une place pour prendre des photos. Parfois, la route n'existe plus. C'est des petits segments où c'est du gazon qui pousse à travers sur des segments abandonnés, mais on peut la suivre à peu près du début à la fin. Ça traverse 7, 8, 9 États peut-être même plus. C'est une route que je recommande et qui est assez fascinante. Il y a, évidemment, cinématographique, il y avait un motel, le motel du film Rain Man, avec Dustin Hoffman, que j'ai loué pour avoir la même chambre pour le kick. Il n'y avait plus d'eau dans la piscine, la chambre était infecte, je suis ressorti aussitôt. Alors, il y a beaucoup de déception, mais c'est quand même particulier. Quand vous arrivez dans un diner où les truckers arrivent avec leur gros camion rutilant puis qu'ils mangent ça d'eau de patates et de bacon et de... Bon, ils sont obèses morbides peut-être un peu trop, mais c'est sympathique de voir l'Amérique... l'Amérique profonde, l'hôtesse qui te sert, tous ces endroits-là mythiques avec les vieilles affiches, des petits restaurants de bord de route. Là. Alors, c'est assez sympathique. On a fait plusieurs choses ensemble, notamment de la plongée. On est allé plonger aux îles Maurice, à l'île Maurice, pardon. Et dans le cadre, moi, je faisais l'océan Indien, les Seychelles, puis je faisais d'autres plongées autour, l'île de la Réunion. Tu sais qu'aux Seychelles, ici, on a un poster qu'on prendra peut-être en close-up après. C'est toutes les étampes des passeports des pays. Et tu as les Seychelles, c'est un coco-fesse. Tu sais, c'est quoi un coco-fesse? Ben, c'est un cocotier spécial qui a un fruit qui pousse pas souvent et qui a une forme d'un derrière bien plantureux. Voilà. D'une paire de fesses. Et c'est l'étampe du passeport quand vous arrivez aux Seychelles. C'est particulier, c'est endémique, je pense, aux Seychelles. Ouais. Et donc, c'est assez original. Mais bon, dans le cadre de nos voyages, on parlera de plongée une autre fois. Roland est un plongeur expérimenté. Vous faites quand même des plongées à peu près partout dans le monde, non? Non, non, pas beaucoup, non. Non? Mais bon, alors, on a fait ensemble un voyage, mais je veux conclure là-dessus. On a fait le tour du Maroc. Tantôt, Roland mentionnait qu'il n'aimait pas des gros groupes. Je voulais organiser un groupe de 6-7. Je pense que pour l'agence de voyage qui louait et qui organisait les motos pour nous, il fallait être minimum 8, je pense, 7 ou 8. Alors, j'ai regroupé 5-6 de mes amis avec 2 personnes que nous ne connaissions pas pour faire 2 semaines, faire le tour du Maroc en moto. Est-ce que c'était la première fois à ce moment-là, Roland, que tu es allé au Maroc? Non, j'y avais déjà été, mais jamais en moto. OK. Le Maroc, c'est la capitale, c'est Rabat. C'est pas la plus grande ville. La plus grande ville, c'est Casablanca. Il y a des villes, Rabat et Fès, je pense, qui sont des villes saintes pour les Marocains. Il y a évidemment la mythique Marrakech, Tanger, d'autres grandes villes. Donc, l'essentiel du voyage, on arrivait à Casablanca, qu'on appelle la ville blanche. On allait de la côte après ça jusqu'à Fès, où c'est vraiment particulier, vraiment différent des autres villes. Puis on descendait dans les Atlas, parce qu'il y a des chaînes de montagnes, sur le Maroc. Le Maroc est un des 3 pays au monde qui touche à la mer Méditerranée et à l'Atlantique. Quels sont les 2 autres? L'Espagne et la France. Bravo. Évidemment, la France, parce que la côte atlantique et la Méditerranée, et l'Espagne. Alors, donc, c'est un pays quand même qui est très, très grand. Il y a ce qu'on appelle le Sahara occidental, qui n'est pas reconnu par l'ONU, mais qui fait partie. Donc, le sud du Maroc tombe dans les dunes du vrai Sahara. Et on faisait le tour. C'est là qu'il y avait la forêt de cèdre aussi, qu'on traversait une forêt de cèdre, je pense, ou c'est au Liban, mais bon. Alors, on était parti, groupe de trop de monde pour toi, si je comprends bien.
Non, parce que c'était quand même des gens sympathiques. Et puis il y avait un chef. Ah. Et donc, quand il y a un chef et que l'autorité du chef est reconnue, il y a beaucoup moins de problèmes. OK, c'est bon. Effectivement, on avait un chef et une cheftaine aussi. Ah oui, il y avait une cheftaine aussi. Il y avait une cheftaine. T'as raison. La cheftaine qui était une Québécoise. Une championne de motocross. De motocross, ouais. Une motocross. Et qui nous a entraînés... nous a entraînés dans des aventures un peu scabreuses. Bon. D'ailleurs, il y avait des jeunes, même dans notre groupe, il y avait Yannick qui était un ancien champion de motocross de Belgique aussi. Alors, c'est des gens plus jeunes que nous deux qui avaient des motos plus motocross, hybrides en fait, qui leur permettaient de faire ce qu'on appelle du reg, qui est du off-road, la terre battue. Alors que nous, on avait 2 BM 800, je pense, assez lourdes. Moi, j'avais pas de BM, j'avais une moto chinoise. Mais c'était quand même de route. C'était des motos de route. Ah oui, complètement. Alors, pour faire du reg ou pour sortir des pistes, c'est un petit peu plus laborieux. Raconte-moi ta perception, comment tu as vécu cette expérience-là. On va pas parler de tout le voyage, parce que tout le voyage, mais c'est surtout l'expérience de la piste dans le désert qui a certainement marqué tout le groupe, parce que il était quand même arrivé un petit problème. Ah ouais? Tu t'en souviens pas? Je ne m'en souviens pas. Enfin bon, toujours est-il que du fait qu'on était, c'est vrai, moins habitués que les autres à naviguer hors du macadam, on est tombé. Plusieurs de nous sont quand même tombés. En fait, tout le monde est tombé. Sauf Yannick. Ton fils? Sauf Yannick. Non, tout le monde est tombé. Sauf Yannick. Bon. Mais des petites chutes. Oui, des petites chutes. Martin. Si tu écoutes ça, Martin, la première courbe, la première minute du départ, dans un rond-point de Casablanca, il y a déjà... Ah oui, ça, c'était pas dans le désert. Ça, non, c'était comme sur le rond-point, une boule de bowling qui dérape. Puis après ça, même une heure après, une deuxième chute, une troisième. Martin, c'était la blague du groupe. Non, mais il faut quand même me dire que toi, tu as fait une vraie chute dans le sable et que malheureusement, tu as eu un problème au niveau des côtes, d'enfoncer, et donc de tes poumons. Et heureusement, enfin, ça a été très grave, on n'a pas du tout rigolé, et toi, tu as beaucoup souffert, mais heureusement, il y avait dans le groupe un docteur, enfin un chirurgien même, qui a eu les gestes qu'il fallait pour que ce soit quand même pas... Fait que moi, j'ai manqué, radical. Dans le fond, ce que tu étais en train de révéler aux gens, c'est que j'ai manqué la 2e semaine du voyage. C'est pour ça que je voulais que tu m'en parles, Essaouiri ou les autres. En fait, effectivement, dans la première semaine de voyage, on était à Merzouga, enfin, très, très, très loin, à peu près à 16 km de l'Algérie, dans le fin fond du Maroc, off-road. Après quelques chutes, j'ai aussi moi-même basculé par-dessus. Je pense que je me rappelle pas trop, mais j'ai eu un choc important aux côtes. Et j'ai cassé quelques côtes au niveau de la partie la plus épaisse en haut de la cage thoracique à l'arrière. Pneumothorax, etc. Et j'étais en train de mourir dans le désert. Par chance, je voyage avec mon chirurgien thoracique. Je vous le conseille. Ça t'offre des alternatives du genre, je vais te percer ici entre la côte 2 et la côte 4 ou je sais pas quoi, avec un crayon ou un objet contondant. Je dis, c'est quoi mes options? Mais c'est soit ça, soit tu meurs. Moi, je vais prendre ça. Mais on va attendre que je perde connaissance, s'il vous plaît. Et là, ils m'ont emmené dans une camionnette où je me suis réveillé à l'hôpital. Où effectivement, je serais arrivé probablement plus les pieds devant. Mais quoi que j'étais sur une civière, j'étais déjà sur les pieds devant. Non, mais en plus, on a dû attendre la simili-ambulance pendant un temps assez long, parce qu'on n'était pas près d'une ville, et que là-bas, les communications, ça marche plus ou moins. On a tous eu peur, et bon, heureusement, ça s'est bien terminé, mais t'as loupé une bonne partie du voyage. Mais on t'a retrouvé à l'hôtel à Marrakech. Exact. Voilà. Faut dire, pour la petite histoire, que de Merzouga, je pense, l'hôpital qui était sur le point d'être démoli le lundi,
mais c'était un hôpital infect. L'autre hôpital à côté n'était pas ouvert. Donc, il y avait quelqu'un qui était mort de l'Ebola à côté de moi, des mouches, des chats errants. En tout cas, c'était... Heureusement, je n'ai pas vu ça. Non, ça, c'est très insalubre. Ils m'ont percé, mais ils ont mis une sonde pour récupérer l'air. Mais finalement, il y avait une infection, puis il a fallu qu'ils me transportent 8 heures de voiture à travers les Atlas, qui est la chaîne de montagne, pour me rendre à Marrakech. Tu as souffert. Oui, j'ai souffert beaucoup souffert. Et à Marrakech, il y avait effectivement la COP 22. Donc, c'était la réunion internationale du climat. Tous les hôtels étaient pris. Et j'avais un ami qui avait un contact avec le roi du Maroc. Alors, ils se sont assurés de me trouver une place. Et j'ai abouti, je ne sais pas si tu savais, dans un hôtel qui est un hôtel de glissade d'eau. J'étais le seul... Il y avait des enfants, des parents avec leurs enfants, mais j'étais le seul en chaise roulante, plastré dans une affaire de glissade d'eau où je devais avoir ma chambre au rez-de-chaussée. Fait que ça a été un peu laborieux et j'ai été obligé, pas pu revenir parce que j'avais un poumon perforé et ça prenait 14 jours de no-fly. On n'avait pas le droit de prendre un vol. Prendre le risque du... Alors ça a été laborieux. Mais j'ai failli mourir, mais... Grâce à mon ami Félix et ses bons conseils et des gens qui sont intervenus au moment où je tournais de l'œil un peu, on s'en est tous sortis. Ça nous a permis de faire d'autres balades après. Est-ce qu'il y a des endroits que tu as détestés en moto? En fait, quel endroit t'as le plus et quel endroit t'as détesté le plus? Non, non, pour dire que j'ai des choses que j'ai détestées, mais de façon générale, c'est vrai que je fuis les villes, parce que partout, que ce soit en France, que ce soit au Canada, la circulation dans les villes devient de plus en plus pénible, ça tout le monde le sait, et en moto, surtout quand tu as une grosse moto, c'est pas agréable. Le premier critère, c'est le paysage. Oui. Ouais. La moto, pour moi, c'est les paysages, oui, mais aussi les petits villages. Même ici au Québec, quand tu fais la route, la côte nord, et que tu vas jusqu'à Natashquan, ou je sais plus lequel, là où tu peux, c'est formidable, c'est magnifique. Et l'ambiance des gens, moi, chaque fois que je me suis arrêté dans un de ces petits villages, j'ai eu des bons contacts, c'est ça, t'es bien un peu accueilli. comme quand on était allé à Chibougamau, on avait rencontré des gens c'est vrai, dans un bar. Aussi, oui. Non, mais c'est vrai que dans tous ces petits villages ou petites villes, on a des réactions intéressantes. Mais là, je reviens de Vancouver, franchement, en moto à Vancouver, c'est pas... Dans la ville? Oui, la ville de Vancouver. Ouais, bien entendu. Tu as laissé ta moto là-bas parce que tu retournes, c'est ça? Oui. Puis toi, tu vas faire la côte ou tu vas monter à Anchorage? Non, je fais la côte, j'ai rendez-vous à San Francisco. À San Francisco. Tu viens avec moi? Ben, ma moto est ici, il faudrait que je l'envoie. Il faut l'envoyer. OK. Ça, c'est un conseil que tu donnes de ne pas traverser le pays au complet en moto. C'est pas moi qui le donne parce que je le connais pas, mais on m'a dit que c'était un peu ennuyant, et puis ça fait quand même 3-4 000 kilomètres de... Fait que toi, tu l'as envoyé en camion jusqu'à Calgary. OK. Voilà. Tu as pris un vol, puis et après, tu ramènes de San Francisco ta moto. C'est facile, les transports de moto? J'ai pas encore décidé. Ça va dépendre de ce qu'on envisage comme voyage. Comme prochain voyage? En 2023. Ah, OK. Mais j'espère qu'il y en aura d'autres, oui. Tant qu'on a la forme pour le faire, il faut le faire. Il faut en profiter. Just do it, comme dirait l'autre. Donc, est-ce que tu trouves que c'est, comme conseil pour les amateurs de moto, est-ce que faire transporter une moto, c'est compliqué, c'est onéreux? Des conseils pratiques, là, si on veut être pragmatique. Montréal, Calgary, ça t'a coûté combien? Enfin, ça coûte quand même moins cher que de faire 5000 km. Enfin, ça m'a coûté $900 d'emmener ma moto, qui est quand même assez volumineuse, jusqu'à Calgary. Et elle est arrivée en bon état, parfaitement. Donc, oui, c'est pas donné, mais c'est beaucoup moins cher que de louer une moto. Parce que pour louer une moto, où que ce soit d'ailleurs, d'un certain confort, c'est entre 300 et $500 par jour. Donc, si tu veux faire 15 jours de voyage... Puis même juste de se rendre d'ici à Calgary, ça se fait pas dans la même journée. Donc, si tu calcules ton $800 de transport, puis les hôtels, les motels, les repas, l'essence, finalement, c'est presque le même prix. T'as le coût de la moto, et puis t'as le coût de ton billet d'avion qui est pas dramatique. Et c'est plus... Moi, je considère que on gagne du temps. Bon.
Je sais que tu retournes en Europe. Ta prochaine destination de moto? Ouais. Bah, je sais pas. En France, je vais sans doute un jour faire les Alpes parce que j'ai jamais fait. Mais non, je retourne, comme tu l'as dit, fin septembre à Vancouver pour descendre la côte ouest des États-Unis et j'espère que ça va être le plus proche possible de l'océan. Avec ta conjointe ou tout seul? Si elle est en forme et si ça lui fait plaisir. Parce qu'on parle aussi de voyager seul ou même avec une conjointe qui a une moto. C'est pas pareil que de l'avoir assis en arrière de nous. Surtout quand on a nos âges. Enfin, mon âge, parce que toi, t'es notre jeune gabarit, encore. notre âge et le poids de notre moto. Alors, ça change complètement les courbes, ça change la dynamique, ça change... Oui, on ne fait pas toujours les mêmes choses. Alors, sur ces belles paroles, Roland, je te remercie beaucoup d'avoir participé à nos épisodes, à mon webcast, webdiffusion ou vodcast, là, peu importe le nom véritable, podcast vidéo. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre des expériences de moto. Si on est prudent, soyez prudent. Et le monde entier est ouvert et ça se loue. On peut faire ça à l'étranger. Il y en a même dans les Himalayas. C'est bon pour les off-road. Là. C'est les gens qui sont de la motocross parce qu'il y a de la pluie, des glissements de terrain, beaucoup de pierres. Alors, c'est plus laborieux à manœuvrer. C'est pas comme la route en France. Mais bon, il y en a pour tous les goûts. Pour ceux qui s'intéressent, il y a aussi une association au Québec. Il y a un magazine qui s'appelle Moto Journal, qui donne beaucoup d'informations sur les nouveautés en termes de moto, qui donne des suggestions d'itinéraires et qui ont même des sites web et des cartes que vous pouvez uploader sur vos téléphones et sur vos GPS pour suivre ça. Donc, il y a beaucoup de technologies qui existent pour faciliter les raids de moto et beaucoup de livres et de documents qui existent également pour les organiser. Alors, il vous reste juste à vous acheter une moto, passer le permis et vous trouver des amis ou pas, si vous aimez voyager seul. Mais la préparation du voyage est une période aussi très fastueuse, agréable, parce que tu vas chercher qu'est-ce qu'il y a à voir sur telle info. Tu vas lire ce que les autres motards ont fait dans le coin, parce qu'il y en a plein à Internet. Et moi, j'avoue que... C'est comme ça que tu es allé à Laconia, je pense, non? Oui, où il y a un rassemblement c'est dans le Vermont ou dans le New Hampshire? C'est dans le Vermont, ça? Non, c'est dans le New Hampshire. New Hampshire. On y est passé aussi ensemble. Mais c'était pas au moment du rassemblement. On était 2 semaines avant le rassemblement. Oui, mais quand tu arrives, il y a 150 000 motos qui s'en vont là dans ce week-end-là. Vous regarderez Laconia. Et il y a 149 000 Harley-Davidson. J'exagère un petit peu, mais c'est un peu... C'est un peu comme le Daytona Bike Week. Alors, il y a beaucoup de rassemblements partout aux États-Unis. Il y a beaucoup de routes mythiques. Non seulement la route 66, mais il y a des boucles. Il y a beaucoup d'options en Amérique. Il y a des décors fabuleux au Canada ou aux États-Unis. Si vous êtes allergique aux États-Unis, soyez allergique aux Américains, mais pas nécessairement aux États-Unis. Le décor est fantastique. Ou si vous pouvez juste pas passer parce que vous avez un casier judiciaire ou vous voulez pas affronter ce fléau-là. Il y en a de tout au Canada. Peut-être aller après Natashquan, tu prends un traversier pour aller à Terre-Neuve. Ouais. Puis Terre-Neuve, ça vaut la peine? Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais, extraordinaire. Ce voyage en moto, fabuleux. Bon, alors... Et les îles de la Madeleine, c'est bien aussi. Ah oui, c'est vrai, tu arrives de là aussi. Ah oui. Alors, vous consultez Roland Worms, qui est un expert de moto, et on te réinvitera pour un épisode peut-être juste sur le Québec, sur les routes du Québec, avec une carte, puis on vous donnera des suggestions. Les îles de la Madeleine, même Terre-Neuve aussi. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup de nous avoir accompagnés pour cet épisode.